pendant des décennies. Blazing Saddles a été disséqué, débattu et cité à l'envi, mais un détail a toujours échappé aux fans. Il ne s'agit pas d'une scène supprimée, d'un caméo secret ou d'une querelle en coulisses. C'est juste là, à l'écran, caché à la vue de tous, livré avec une telle subtilité que même les fans les plus acharnés ne l'ont jamais vu. C'est frivole. C'est vrai, c'est vrai. Et j'ai commencé à argumenter, puis j'ai argumenté pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que je le sois. Gene Wilder l'a finalement confirmé. Et une fois que vous l'avez vu, cela change votre vision du film tout entier. Et si la comédie la plus scandaleuse de son époque ne fonctionnait que grâce à la performance la plus silencieuse de la salle? Il y a un moment, souvent négligé, qui a permis au film de tenir, et il n'était pas écrit dans le scénario. Le rôle qui ne lui était pas destiné. Lorsque Mel Brooks entame le tournage de Blazing Saddles, le rôle du gamin de Waco est déjà tenu par Gig Young, un acteur hollywoodien chevronné et lauréat d'un Oscar. Sur le papier, Young semblait être le candidat idéal, un interprète digne qui pouvait donner de la crédibilité au rôle du flingueur vieillissant. Cependant, en coulisses, les choses se sont effondrées presque immédiatement. Dès le premier jour de tournage, Young a commencé à montrer des signes visibles de détresse. Il transpirait, tremblait et bafouillait ses répliques. Certains sur le plateau ont d'abord pensé qu'il jouait la comédie, mais la vérité était bien plus grave. Young souffrait d'un sevrage alcoolique aigu et, en milieu de matinée, il s'était effondré. La production a dû être interrompue. Le studio a un problème et Brooks a besoin d'un remplaçant rapidement. Au lieu d'organiser des auditions ou de négocier avec des agents, Brooks passe un appel personnel à une personne en qui il a toute confiance, Gene Wilder. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble sur les producteurs, et Brooks savait que Wilder était capable de tenir son rôle sous pression. Ce qui est surprenant, c'est le peu de choses que Wilder avait besoin de savoir avant de dire oui. Selon Brooks, Wilder n'a demandé ni le scénario, ni le salaire, ni même une description du rôle. Il a simplement accepté et s'est envolé le lendemain. Il ne s'agissait pas d'un choix de carrière calculé. Il s'agissait d'une faveur entre collaborateurs et peut-être d'une mission de sauvetage pour un film en péril. Gene Wilder est arrivé sur le plateau en moins de 24 heures, encore sous le coup du décalage horaire, mais prêt à entrer en scène et à reprendre un rôle qu'il n'avait jamais répété. La rapidité avec laquelle Wilder s'est emparé du personnage relève presque du mythe, alors que la plupart des acteurs se préparent pendant des semaines ou des mois. Wilder n'a disposé que de quelques heures, mais au moment où les caméras tournent, il habite déjà le kid de Waco comme s'il avait vécu dans les bottes du personnage pendant des années. Ce n'est pas seulement son talent qui a rendu sa prestation si efficace. C'est sa volonté de se montrer pleinement présent dans le chaos. Son arrivée a non seulement sauvé le film d'un effondrement prématuré, mais a également changé le ton du personnage tout entier. Le kid de Waco aurait-il été aussi sèchement philosophique ou tranquillement tragique si Young était resté? Nous ne le saurons jamais. Mais la version de Wilder est devenue instantanément emblématique. Il n'en reste pas moins que cela soulève une question intéressante. Wilder a-t-il toujours été destiné à ce rôle, même si le casting ne le disait pas au départ? Brooks n'a jamais parlé de destin, mais il était clair sur un point. Une fois que Wilder est entré dans le rôle, il n'y a plus eu de retour en arrière. Ce qui n'était au départ qu'un remaniement d'urgence est devenu l'une des performances les plus célèbres de l'histoire de la comédie. Le kid de Waco n'était pas seulement un plan de secours. Il est devenu une référence en matière de subtilité comique. Tout a commencé par un coup de téléphone en plein milieu d'une production désastreuse, alors que Wilder est intervenu pour sauver le rôle. Ce qu'il en a fait ensuite est quelque chose que personne sur le plateau n'attendait, et qui a tout changé. La décision de Gene Wilder de jouer le rôle du Waco Kid sans détour n'est pas le fruit du hasard. C'est un choix délibéré qu'il a fait avant même d'entrer sur le plateau de tournage. Selon Mel Brooks, Wilder a accepté de participer à la production à une condition claire. Il n'allait pas jouer le personnage pour rire. Dans un film débordant de burlesque, d'absurde et de chaos, Wilder a insisté pour livrer une performance sobre, presque endeuillée. Ce n'était pas un acteur comique qui essayait de voler des scènes. C'était quelqu'un qui comprenait le pouvoir du contraste. Wilder n'a pas poussé ses traits ni exagéré ses expressions.
Au contraire, il s'est appuyé sur l'immobilité, donnant au Waco Kid une sorte de gravité tranquille qui permet à la folie environnante de s'épanouir. Cette approche n'était pas seulement une préférence créative, il s'agissait d'une décision calculée qui a permis d'asseoir l'ensemble du film. Mel Brooks a reconnu plus tard que la subtilité de Wilder avait donné à Blazing Saddles sa colonne vertébrale. Alors que des personnages comme Hedley Lamar et Mongo poussaient l'absurdité à son paroxysme, le Waco Kid se distinguait comme un fantôme du vieil Ouest, brûlé, réfléchi et étrangement digne. La désormais célèbre scène de la prison où le gamin explique ses mains tremblantes et ses nerfs perdus n'était pas seulement jouée pour l'ironie. Wilder l'interprète avec une lassitude qui confine au tragique. Cela rendait la réplique drôle, certes, mais aussi humaine. Sans l'approche intériorisée de Wilder, la satire du film aurait pu glisser vers la farce. Il est intéressant de noter que l'insistance de Wilder à jouer Frank Jeu reflète peut-être aussi son propre malaise face à l'excès. Ceux qui ont travaillé avec lui l'ont souvent décrit comme quelqu'un de réfléchi, de méthodique et de profondément investi dans l'authenticité émotionnelle. En ce sens, le Kid de Waco est devenu une extension de l'éthique personnelle de Wilder, un observateur qui n'avait pas besoin de crier pour se faire entendre, même lorsqu'il prononçait des répliques absurdes. Son timing était précis, son ton contrôlé. Il n'est pas surprenant que le public cite souvent ses répliques, non pas parce qu'elles sont les plus fortes, mais parce qu'elles sont les plus inattendues. Dans un film construit sur des punchlines, la performance de Wilder a été la pause qui a rendu les punchlines plus percutantes. L'approche de Gene Wilder était-elle risquée? On peut dire que oui. Dans les mains d'un acteur moins doué, jouer le rôle avec une telle retenue aurait pu passer à l'arrière-plan. Mais Wilder a compris un aspect essentiel de la comédie. Le contraste renforce l'absurdité. En refusant de faire le clown, il a rendu la folie des autres plus drôle. Son immobilité est devenue l'œil du cyclone. Ce choix, calme, confiant et contrôlé, est devenu la performance qui continue à définir le film des décennies plus tard. Avant que Blazing Saddles ne sorte en salle, le nom de Richard Pryor était étroitement lié au projet. Non seulement en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'acteur initialement prévu pour jouer le rôle du shérif Bart, Mel Brooks. Reconnaissant la puissance comique brute de Pryor et sa pertinence culturelle, l'avait recommandé pour le rôle. Sa participation en tant que co-scénariste a joué un rôle crucial dans l'élaboration de la voix du film, en particulier dans son commentaire sans farde sur la race et le pouvoir en Amérique. Mais si les contributions de Pryor dans les coulisses sont restées intactes, ses chances de jouer à l'écran ont été brusquement réduites. Les dirigeants de Warner Brothers, méfiants à l'égard de ses controverses publiques et de ses problèmes de toxicomanie, ont finalement bloqué son casting. Leur décision a modifié l'alchimie du film et altéré un tournant potentiel dans l'histoire de la comédie. Gene Wilder a reconnu plus tard cette occasion manquée, réfléchissant souvent à ce que le film aurait pu être avec Pryor à ses côtés. Les deux hommes ont fait leurs preuves dans des films ultérieurs comme Silver Streak et Stir Crazy, où leur synchronisation et leur contraste comique ont créé certains des duos les plus mémorables du cinéma. Si Pryor avait accepté le rôle de Bart dans Blazing Saddles, cela aurait marqué le début de ce partenariat des années plus tôt. Wilder n'a jamais exprimé de ressentiment, mais il a reconnu que leur alchimie aurait pu modifier le ton du film. La tristesse tranquille des enfants de Waco aurait-elle joué différemment à côté de l'esprit explosif de Pryor? La question persiste, même des décennies plus tard. Malgré le changement de casting, les empreintes de Pryor sont toujours présentes dans le film. Sa voix s'inscrit dans le rythme des blagues et l'acuité de la satire. Cleavon Little a livré une performance puissante dans le rôle de Bart, mais le tranchant sous-jacent de nombreuses répliques était du pur Pryor. Wilder lui-même a reconnu que les contributions de Pryor au scénario avaient donné du mordant au film. À bien des égards, Pryor a façonné l'honnêteté émotionnelle du film et son refus d'atténuer son commentaire racial, même s'il n'est jamais apparu à l'écran. Il est rare qu'un artiste influence aussi profondément un film sans en faire physiquement partie, mais c'est exactement ce qu'a réussi à faire Pryor. En fin de compte, Blazing Saddles reste un jalon dans l'histoire de la comédie, mais il est difficile de ne pas imaginer une autre version,
où Wilder et Pryor auraient fait équipe pour la première fois dans les rues poussiéreuses et le chaos absurde. Le fait que cette association n'ait pas eu lieu plus tôt peut être perçu comme une occasion manquée, mais cela a peut-être aussi rendu leur collaboration ultérieure encore plus marquante. Quoi qu'il en soit, pour les fans des deux icônes, l'idée de les voir partager l'écran dans cette satire révolutionnaire reste l'un des plus grands what-ifs d'Hollywood. Malgré l'absurdité de Blazing Saddles, l'atmosphère en coulisses était souvent loin d'être joyeuse. La pression exercée par la nécessité de repousser les limites de la créativité, de gérer le refus des studios et de naviguer dans une dynamique imprévisible sur le plateau de tournage a créé un environnement très stressant. Gene Wilder, de la vie générale, est devenu une force tranquille et stabilisatrice pendant la production. Alors que Mel Brooks dirigeait avec une énergie chaotique et une vision implacable. C'est l'attitude calme de Wilder qui a aidé à stabiliser les acteurs et l'équipe dans les moments de tension. Ceux qui ont travaillé sur le film se souviennent que Wilder élevait rarement la voix ou attirait l'attention sur lui, mais que sa présence était rassurante, une sorte d'encre émotionnelle au milieu de la tempête de l'improvisation. Les longues heures et l'anxiété du studio, l'influence de Wilder s'étendait au-delà de la performance. Entre les prises, il était connu pour partager ses conseils et aider les acteurs plus jeunes ou moins expérimentés à affiner leur jeu. Non pas de manière magistrale, mais par des conseils subtils, de petits ajustements au niveau du timing, de l'accentuation ou du ton. Ses années de travail sur scène et son expérience sous la direction de Brooks dans The Producers lui ont appris la valeur de la retenue et du rythme. Pour certains, son mentorat n'était pas immédiatement visible, mais il est devenu évident avec le recul. Il n'a pas attiré l'attention, mais son influence a façonné plusieurs scènes en marge du spectacle. Certains membres de l'équipe l'ont même décrit comme le directeur de ton officieux, veillant à ce que l'équilibre entre satire et sincérité ne penche pas trop d'un côté ou de l'autre. L'une des contributions les moins connues de Wilder pendant la production de Blazing Saddles concernait un élément qui ne faisait même pas partie du film lui-même, le développement du jeune Frankenstein. Lors d'un temps mort sur le plateau, Wilder commença à parler à Brooks d'une nouvelle idée qu'il méditait. Et si le descendant du Dr. Frankenstein ne voulait rien savoir de l'héritage familial? Frankenstein ne voulait rien avoir à faire avec l'héritage familial. Cette idée, partagée pour la première fois pendant les pauses du tournage, allait devenir l'une des comédies d'horreur les plus emblématiques jamais réalisées. La capacité de Wilder à passer d'une vitesse à l'autre, à équilibrer une comédie absurde à un moment donné et à élaborer un concept totalement différent l'instant d'après, témoigne du type de créativité multitâche que peu d'acteurs sont capables de mettre en œuvre. Cela montre également le niveau de confiance et de collaboration entre Wilder et Brooks, un partenariat qui a produit bien plus que des rires. Si le public se souvient de la performance de Gene Wilder dans Blazing Saddles pour son calme et son esprit, son rôle en dehors de l'écran a peut-être été tout aussi important. Il a assuré la stabilité de la production dans les moments imprévisibles, a soutenu ses pairs et a discrètement contribué à façonner l'avenir du cinéma comique. Dans un film caractérisé par le chaos, la présence de Wilder dans les coulisses était tout sauf une menace. Il était le calme au centre de la tempête. Et sans ce calme, on peut se demander si le film aurait tenu le coup. La tragédie sous le rire. On se souvient souvent de l'interprétation du gamin de Waco par Gene Wilder dans Blazing Saddles pour son ton pince sans rire et son timing comique parfait, mais sous la surface. Wilder a doté son interprétation d'une quantité surprenante de poids émotionnel. Loin d'être un simple personnage de flingueur alcoolique, le gamin de Waco est dépeint comme un homme profondément abîmé, hanté par son passé et désillusionné par le monde qui l'entoure. Wilder, connu pour sa sensibilité en tant qu'acteur, a traité le rôle avec un sérieux inattendu. Les tremblements nerveux des mains et l'attitude détachée de son personnage n'étaient pas de simples gags, mais de subtils indicateurs d'un traumatisme, peut-être même d'un stress post-traumatique, que Wilder a choisi d'interpréter comme réel plutôt qu'exagéré. Cette approche plus profonde distinguait l'enfant de Waco des personnages plus généraux qui l'entouraient.
Dans un film où de nombreuses interprétations s'orientent vers la satire outrancière, la performance de Wilder suggère que le « ah » et le repli sur soi du gamin sont enracinés dans un véritable désespoir. Les spectateurs qui revoient le film en gardant cela à l'esprit remarquent souvent la façon dont Wilder minimise les scènes que d'autres auraient pu jouer sur le mode burlesque. Dans un moment clé, lorsque le gamin se souvient qu'il était le dessinateur le plus rapide de l'Ouest. Il n'y a pas de vantardise dans son ton, seulement du regret. Cela ressemble moins à de la nostalgie qu'à une confession. Ces nuances ne sont pas immédiatement perçues lors du premier visionnage, mais elles perdurent et modifient discrètement la façon dont on se souvient du personnage. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la façon dont Wilder a utilisé l'immobilité et le silence pour signaler la douleur de l'enfant de Waco. La comédie récompense généralement la rapidité et l'énergie, mais la puissance de Wilder s'est venue de sa retenue. Ses hésitations, ses pauses et ses réactions silencieuses en disaient long, créant un sentiment de profondeur qu'il est facile de ne pas percevoir si l'on ne s'intéresse qu'aux punchlines. Mel Brooks lui-même a reconnu plus tard que Gene avait apporté au rôle une intelligence émotionnelle qui ne figurait pas nécessairement dans le scénario. Il ne s'agissait pas d'un acteur comique essayant d'être dramatique. C'était le cas d'un acteur reconnaissant que les personnages les plus drôles sont souvent ceux qui souffrent le plus. Dan's The Waco Kid. Cette blessure n'était jamais au premier plan, mais elle était toujours là, juste derrière le sourire en coin. Rétrospectivement, la performance de Wilder ajoute une couche d'humanité à un film qui se nourrit souvent d'irrévérence. Son Waco Kid ne se contente pas de nous faire rire, il nous pousse à nous demander ce qui s'est passé avant que l'histoire ne commence. Pourquoi a-t-il abandonné le monde? Qu'a-t-il perdu pour se réfugier dans l'alcool et l'amertume? Ces questions ne trouvent pas de réponse directe dans le film, mais l'interprétation de Wilder les rend impossibles à ignorer. C'est un rappel que même dans la parodie, l'émotion réelle a sa place. Et dans Blazing Saddles, elle arrive discrètement sur une main tremblante et un regard fatigué. Mais tout comme la tristesse tranquille de Wilder a donné à Waco Kid une profondeur surprenante. Ce qui s'est passé en coulisses a révélé un défi tout à fait différent, celui de garder un visage impassible. Des scènes que vous n'avez jamais vues. Malgré la présence calme de Gene Wilder à l'écran dans Blazing Saddles, plusieurs de ces moments les plus mémorables ont failli ne pas se retrouver dans le film final. Non pas à cause de problèmes de performance, mais parce que les acteurs et l'équipe n'arrêtaient pas de rire. Le débit subtil de Wilder et ses répliques parfaitement synchronisées prenaient souvent les gens au dépourvu, ce qui rendait difficile l'obtention de prises correctes. Plusieurs membres de l'équipe se sont souvenus que certains des moments les plus drôles du film ont été tournés plusieurs fois simplement parce que quelqu'un hors champ éclatait de rire. À plusieurs reprises, Mel Brooks lui-même a dû être retiré temporairement du plateau parce que ses rires s'infiltraient dans la piste audio. Le défi n'était pas de faire en sorte que Wilder soit à la hauteur, mais de faire en sorte que tous les autres tiennent le coup pendant qu'il le fait. L'un des problèmes récurrents pendant la production concernait les scènes où les réponses sèches de Wilder étaient si inattendues que les caméramans et les techniciens du son n'arrivaient pas à étouffer leurs réactions. Il ne s'agissait pas de grandes punchlines destinées à déclencher des applaudissements, mais de répliques calmes et décalées qui fonctionnaient grâce à leur contraste avec la folie qui l'entourait. Par exemple, la manière simple dont il prononçait des répliques telles que « Vous devez vous rappeler qu'il s'agit de simples fermiers, de gens de la terre, de l'argile commune du Nouvel-Ouest, vous savez, des crétins », a fait que plus de prises ont été supprimées que presque n'importe quelle autre scène. Derrière la caméra, les gens ont perdu la tête. Selon certains rapports, même Cleavon Little a eu du mal à rester dans le personnage pendant ses prises. Certains des moments les plus profonds du personnage de Wilder, en particulier ceux qui explorent l'état émotionnel de l'enfant de Waco, ont finalement été coupés dans le film final. Certains témoignages font état de scènes plus longues qui exploraient davantage le passé de l'enfant. Des moments qui offraient plus d'introspection que le rythme rapide du film ne permettait d'en accueillir. Bien que ces scènes n'aient pas été officiellement dévoilées ou confirmées dans tous leurs détails, des membres de l'équipe ont mentionné que certaines des meilleures œuvres dramatiques de Wilder ont été laissées sur le plancher de la salle de montage.
Cela soulève une question intéressante. Ces moments plus calmes auraient-ils ralenti le film? Ou auraient-ils ajouté encore plus de profondeur à un personnage déjà plein de complexité cachée? Quoi qu'il en soit. Ce qui reste dans la version finale de Blazing Saddles est suffisant pour comprendre l'impact de Wilder. Mais ces pièces manquantes continuent d'intriguer les fans et les historiens du cinéma. Qu'aurions-nous pu voir si l'équipe avait pu garder la tête froide? Si le studio avait accordé quelques moments de réflexion entre les scènes de chaos? Ces anecdotes en coulisses n'illustrent pas seulement la difficulté de tourner autour du génie de Gene Wilder. Elles mettent aussi en lumière la façon dont son interprétation a fonctionné à plusieurs niveaux. Même dans un film plein de bruit, les moments que l'on n'entendait pas parce que l'équipe riait trop fort étaient peut-être parmi les plus révélateurs. Wilder défie tranquillement les clichés hollywoodiens. L'approche comique de Gene Wilder dans Blazing Saddles contraste fortement avec les attentes d'Hollywood à l'époque. Alors que de nombreux acteurs comiques s'appuient sur des expressions exagérées, un débit exagéré et des pitreries physiques pour faire rire, Wilder choisit la subtilité. Son interprétation de l'enfant de Waco a évité de tomber dans les travers typiques de la comédie. Il n'y a pas de mimics pour la caméra, pas de clin d'œil à la punchline et pas de désespoir pour obtenir un rire. Au lieu de cela, Wilder laissait le silence. L'obscurité et la synchronisation portaient ses scènes. Ceci est particulièrement évident dans l'introduction de sa cellule de prison. L'une des séquences les plus mémorables du film. Affalé dans une couchette, à moitié cas et à peine intéressé. Il prononçait ses répliques avec un minimum d'effort, mais un maximum d'effet. Ce moment n'a pas crié son importance. Il l'a chuchoté, et c'est ce qui l'a rendu inoubliable. Ce qui a rendu cette performance si radicale, ce n'est pas seulement qu'elle a brisé les normes de la comédie, c'est qu'elle a défié le langage visuel sur lequel les comédies de studio avaient été construites pendant des décennies. Dans un film où tout le monde repoussait les limites et se lançait dans le grand bain, Wilder s'est mis en retrait. Cette décision n'était pas accidentelle. Elle était intentionnelle et risquée. La comédie, surtout dans les années 1970, récompensait l'extraversion. Pourtant, Wilder a montré que la retenue pouvait être tout aussi puissante lorsqu'il prononçait des répliques telles que « Sommes-nous réveillés ?» Sommes-nous réveillés? Nous n'en sommes pas sûrs. Avec son sarcasme sec et son calme inébranlable, l'humour n'est pas dû à sa drôlerie, mais à sa réalité. Ce réalisme bien ancré a donné au kid de Waco l'image d'un homme qui en avait vraiment trop vu. Quelque chose de bien plus profond que ce que le scénario seul suggérait. Ce défi tranquille s'étendait à la philosophie de carrière plus large de Wilder. Il ne cherchait pas à dominer une scène ou à écraser les autres acteurs. Au contraire, il jouait avec eux, réagissant plus qu'il ne jouait, écoutant plus qu'il ne parlait. Cette approche respectait à la fois la matière et le public. Dans Blazing Saddles, cette philosophie a permis aux éléments absurdes de briller sans écraser le courant émotionnel sous-jacent apporté par son personnage. Sa décision de ne pas rivaliser pour faire rire, mais de soutenir le ton du film, révèle une rare confiance. Il faisait confiance à l'histoire, au timing et à l'intelligence du spectateur. Cela rendait la comédie plus aiguë et non plus bruyante. En fin de compte, le refus de Wilder de se conformer aux clichés de la comédie est l'une des raisons pour lesquelles son interprétation est si durable. En minimisant l'importance d'un personnage dans un film construit sur l'exagération, il a créé une sorte de contrepoids comique qui a apporté une profondeur surprenante. Sa prestation discrète dans un film bruyant n'était pas une faiblesse. C'était la colle qui maintenait le chaos ensemble. Ce faisant, Wilder n'a pas seulement remis en question ce que le public attendait d'un premier rôle comique, il l'a redéfini. Un pivot de carrière né sur le plateau de tournage. L'Origine de Young Frankenstein, l'une des œuvres les plus acclamées de Gene Wilder, remonte directement au tournage de Blazing Saddles. Pendant le tournage, au milieu du chaos qui entourait la production, Wilder a discrètement fait part d'une nouvelle idée à Mel Brooks. Gene Wilder n'a posé aucun problème. Un soir, il était Dix 7h30 ou Dix 8h. J'ai dit, « Je veux que tu fasses la scène loufoque. » Ce n'était pas un grand discours ou une proposition formelle. Il s'agissait d'une conversation de passage entre deux prises. Wilder s'est demandé à haute voix ce qui se passerait si le petit-fils
Du Dr. Frankenstein cherchait désespérément à s'éloigner de l'héritage familial. Cette pensée errante allait devenir le fondement de Young Frankenstein, un film qui allait redéfinir la comédie d'horreur. Ce qui est remarquable, c'est que ce concept emblématique est né non pas dans une salle de rédaction ou lors d'une réunion de studio, mais pendant les temps morts d'un autre film qui repoussait déjà les limites de la comédie. Au début, Mel Brooks n'est pas convaincu. Selon les deux hommes, Brooks a d'abord écarté l'idée. Il était concentré sur Blazing Saddles, une production déjà chargée de défis créatifs et logistiques. Mais Wilder persiste, non pas par pression, mais par passion. Il rédigea un projet, croyant suffisamment en l'idée pour faire le travail sans garantie. Lorsque Brooks l'a finalement lu, il a rapidement changé d'avis. La combinaison de la satire, de l'hommage et de la narration axée sur les personnages dans le scénario de Wilder était indéniable. En l'espace de quelques jours, ce qui n'était au départ qu'une simple idée s'est transformé en un projet créatif sérieux. Sans le temps d'arrêt et la collaboration de Blazing Saddles, Young Frankenstein aurait pu rester à l'état d'idée. Ce changement marque un tournant majeur dans la carrière de Wilder. Bien qu'il ait déjà prouvé qu'il était un acteur comique compétent, Young Frankenstein l'a cimenté en tant que force créative derrière la caméra. Il ne s'est pas contenté de jouer dans le film. Il l'a coécrit et a contribué à en façonner le ton, le rythme et le noyau émotionnel. Ce niveau d'implication a marqué une nouvelle étape dans sa carrière. Il ne se contentait pas d'interpréter la vision de quelqu'un d'autre, mais contribuait à la définir dès le départ. Son travail sur Young Frankenstein témoigne des mêmes instincts qui ont rendu sa performance dans Blazing Saddles si distinctive. L'accent est mis sur l'équilibre, la retenue et la vérité émotionnelle, même au milieu de l'absurdité. On peut dire que sans Blazing Saddles, Young Frankenstein n'existerait pas sous la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, voire pas du tout. L'environnement créatif que Brooks et Wilder ont cultivé sur cette parodie de western n'a pas seulement permis des percées comiques, mais a également constitué un terrain fertile pour de nouvelles idées. Le passage de Wilder du statut d'artiste à celui de créateur ne s'est pas fait en fanfare. Il est le fruit d'une détermination tranquille et d'un timing parfait. Rétrospectivement, Blazing Saddles n'est pas seulement une référence en matière de comédie. Il a servi de rampe de lancement à l'une des plus grandes parodies de genre jamais réalisées, Gene Wilderverse, le système des studios. Le rôle de Gene Wilder dans Blazing Saddles est allé bien au-delà de la performance. Il a également soutenu Mel Brooks lors des batailles les plus litigieuses du film avec le studio. Dès le départ, les dirigeants de la Warner Brothers ont été gênés par la satire raciale du film, ses blasphèmes et ses confrontations directes avec les normes sociales américaines. De nombreuses notes de service du studio demandaient des modifications du scénario, une atténuation du langage et la suppression de scènes clés qui abordaient trop ouvertement le racisme. Bien qu'il ne soit ni producteur ni réalisateur, Wilder soutient fermement la vision de Brooks et résiste aux tentatives de dilution de l'impact du film. Il pensait que la valeur du film provenait de sa volonté de mettre le public mal à l'aise au service d'une vérité plus profonde. Le soutien de Wilder n'était ni bruyant ni spectaculaire, mais il était inébranlable. Lors de conversations privées et de réunions de production, il aurait exhorté Brooks à s'en tenir au ton et au message d'origine, même si cela risquait d'entraîner le retrait du studio. Wilder comprenait les enjeux, non seulement pour Blazing Saddles, mais aussi pour le genre de comédie auquel il croyait. L'aseptisation du film l'aurait privé de son objectif principal, la satire qui révèle des vérités horribles par le rire. Lorsque Brooks a subi des pressions pour réécrire des scènes impliquant les insultes raciales du shérif Bart ou pour atténuer la représentation de l'ignorance des habitants de la ville, Wilder l'a soutenu, sachant que le choc faisait partie de la satire. Sans cet aspect, le film aurait perdu de son mordant. Cette résistance discrète à l'ingérence des studios reflétait l'attitude plus générale de Wilder à l'égard du système hollywoodien. Il n'était pas antagoniste, mais il était sceptique à l'égard des dirigeants qui privilégiaient le confort du marché à l'honnêteté créative. Dans des interviews, Wilder a fait remarquer plus tard que la satire n'a jamais été censée se sentir en sécurité. Sa force réside dans la mise en évidence des contradictions et des hypocrisies,
en particulier dans des institutions telles que les forces de l'ordre, la politique et le monde du spectacle. Pour lui, Blazing Saddles n'était pas seulement une comédie, c'était une déclaration. Et si cette déclaration mettait mal à l'aise, qu'il en soit ainsi. Wilder ne cherchait pas à protéger le public des attaques. Il aidait à tendre un miroir, aussi peu flatteur soit-il. Il convient de se demander si Blazing Saddles aurait survécu dans sa forme brute sans le soutien de Wilder. Brooks avait la vision, mais c'est la crédibilité de Wilder, en particulier après le succès des producteurs, qui a donné du poids à sa défense. Il n'était pas seulement un artiste, c'était aussi un collaborateur respecté, prêt à défier le contrôle institutionnel. Dans un film connu pour enfreindre toutes les règles de la comédie polie, la position hors écran de Wilder était tout aussi subversive. Il n'a pas crié ni protesté. Il est resté ferme. Et cette détermination tranquille a permis de préserver l'une des comédies les plus audacieuses de l'histoire du cinéma américain. Alors que Wilder s'est battu pour protéger les idées les plus audacieuses du film, ce qu'il a laissé à l'écran a tranquillement remodelé la façon dont la comédie peut avoir du poids sans crier. L'héritage que Gene a contribué à cimenter. L'interprétation du Kid de Waco par Gene Wilder dans Blazing Saddles a fait plus que divertir. Elle a donné au film son centre émotionnel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de moi, mais on m'appelait le Waco Kid. Le Kid de Waco. Dans un film défini par l'irrévérence, la satire outrancière et l'absurdité à haute dose. La performance de Wilder, toujours émotionnellement ancrée, s'est imposée comme le point d'ancrage qui a maintenu le chaos. Sans sa présence calme, le film aurait pu pencher trop loin dans la caricature et perdre sa cohérence narrative. Le Waco Kid n'était pas seulement un personnage comique, il permettait au public d'entrer dans l'histoire. Un personnage qui réfléchissait à la folie qui l'entourait plutôt que d'y contribuer. Cette retenue a contribué à faire de Blazing Saddles quelque chose de plus qu'une parodie. Elle l'a fait perdurer. Il convient de noter à quel point cette contribution était inhabituelle pour un film comique de l'époque. La plupart des rôles comiques des années 1970 étaient définis par le spectacle ou l'agression verbale. Des performances bruyantes qui visaient à obtenir des rires instantanés. Le travail de Wilder était à l'opposé. Il était discret, centré sur l'intérieur et émotionnellement texturé. Cette nuance a donné un équilibre au film. Ces scènes, en particulier celles d'introspection, ont permis à la satire de s'imposer. Le Waco Kid, avec ses yeux hantés et sa voix sèche, rendait les blagues plus drôles par contraste, tout en suggérant que derrière la satire se cachait quelque chose de réel. C'est cette superposition qui a permis au film de durer. Avec le temps, la contribution de Wilder a été plus largement reconnue. Si le public s'est d'abord souvenu des performances et des punchlines les plus bruyantes, c'est le travail subtil de Wilder qui a le mieux résisté à l'usure du temps. Son interprétation sert aujourd'hui de référence pour l'utilisation de la retenue dans la comédie, rappelant que moins peut être plus. Cette influence explique en partie pourquoi Blazing Saddles a été sélectionné pour être conservé dans le National Film Registry. La Bibliothèque du Congrès ne se contente pas de reconnaître les films pour leur popularité. Elle préserve ceux qui sont importants d'un point de vue culturel, historique ou esthétique. Le rôle de Wilder a permis au film de remplir ces trois conditions. Sa présence a fait passer l'ensemble de la production du statut de comédie provocatrice à celui de commentaire culturel. Pas seulement celui de Blazing Saddles, mais aussi celui d'un type particulier de comédie, qui laisse une place à l'intelligence, à la tristesse et au silence. Wilder a prouvé qu'il était possible d'être hilarant sans être bruyant, et d'être révolutionnaire sans être effronté. Son travail dans Blazing Saddles reste une classe de maître en matière de retenue et un exemple fondamental de la façon dont une grande comédie se cache souvent à la vue de tous. Des décennies plus tard, le film continue de résonner, et le Waco Kid de Wilder reste sa voix la plus discrètement radicale. Si cela vous a donné une nouvelle façon de voir Blazing Saddles, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. Nous voulons savoir ce que vous n'avez jamais remarqué jusqu'à présent. Abonnez-vous pour plus de révélations sur les coulisses et appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer la suite. Et si vous en voulez plus, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Croyez-nous, vous ne voudrez pas la manquer.